politique d'habitation de la ville de Trois-Rivières. Mon nom est Steven Paquin. Je suis coordonnateur à la participation publique pour la ville de Trois-Rivières. Je vais être l'animateur puis le modérateur là, pour la rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie là, d'être ici à cette assemblée publique de consultation à l'Hôtel de Ville. Je salue également les gens qui sont donc à distance avec nous. De ce soir donc, est accessible par visioconférence. On voulait permettre au plus de pouvoir y accéder. Donc, rapidement, peut-être souligner que la séance de ce soir est enregistrée, justement pour permettre aux gens d'avoir accès à l'information puis à la présentation qu'on va faire ce soir du projet de politique d'habitation. Avant là, de rentrer peut-être un peu plus dans le dossier, j'aurais peut-être quelques petites consignes pour les gens à la maison. Donc, là-dessus, c'est juste par rapport à Teams. Bon, je sais qu'on devient de mieux en mieux là, avec nos logiciels de visioconférence, mais quand même, prendre quelques petits moments pour les fonctionnalités. Donc, vous voyez, il y a le micro en vert. Les gens à la maison, on peut vous entendre. Donc, lorsque viendra la période d'échange et de questions, vous allez être en mesure de nous poser vos questions. On va bien vous entendre dans l'hôtel de ville. Vous pouvez utiliser le micro en vert pour allumer et fermer votre micro. La caméra, comme je disais, c'est enregistré. Si vous préférez ne pas être à l'écran, vous pouvez fermer votre caméra, il n'y a pas de problème. Et il y a le petit symbole en bleu, donc la main, qui va être utile là, justement pour la gestion des tours de parole au moment de la période d'échange et de questions. Donc, voilà pour le petit logiciel Teams. On va revenir en salle. Je voulais vous présenter les intervenants avec nous ce soir. Donc, dans l'équipe ville de la direction de l'aménagement et du développement durable, il y a M. Robert Dufresne, qui est chef de service développement, redéveloppement et programme à la ville de Trois-Rivières. Il y a M. Marc-André Godin, qui est directeur adjoint, donc la direction de l'aménagement et du développement durable. Et à ma droite, Myriam Lavoie, chef de service planification et urbanisme, qui va nous présenter là, un peu plus tard le projet de politique d'habitation. Parmi les membres du conseil, assis devant, il y a M. Cournoyer, donc Daniel Cournoyer, maire suppléant et conseiller du district de Sainte-Marthe-du-Cap. Et il y a également M. Danny Carpentier, conseiller donc, du district de la Vérandrie, qui est dans la salle. Avant d'aller plus loin, je céderai la parole à M. Cournoyer qui voulait dire un petit mot de bienvenue. M. Cournoyer. Bien, merci Steven. J'espère que tu n'auras pas à devenir un modérateur avec mes interventions. J'espère que non. On va rester très bien. Bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être présents et présentes. Et je me permets, en cette journée internationale de la femme, des droits de la femme, je vous salue, mesdames. Je ne vais pas calculer le nombre. Vous n'êtes pas loin d'une dizaine. Mais merci d'être présents, puis merci de vous impliquer dans notre belle ville, notre si belle ville qu'on a chez nous à Trois-Rivières. C'est un plaisir pour moi d'assister aujourd'hui à cette assemblée de consultation. Il s'agit d'un exercice de participation citoyenne qui mènera, dans un avenir rapproché, à l'implantation d'une politique d'habitation qui sera assurément des plus bénéfiques pour nous. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de notre élu ici avec moi, Danny, qui est en arrière-ban. Danny, je ne sais pas pourquoi. Danny est réservé un petit peu, on ne le reconnaît plus. Danny Carpentier, qui préside le comité assuré de la gestion et d'aménagement de notre territoire, communément appelé le CGAT. Et nous savons tous ô combien ce sujet est précieux aux yeux de notre collègue. Depuis sa nomination, Danny a toujours voulu pousser cette politique-là d'habitation. La situation touchant à la pénurie de logements est un enjeu excessivement complexe dont les deux paliers du gouvernement, le provincial et le fédéral, détiennent en grande partie les compétences en la matière. Avec les actions que nous visons par cette politique, Trois-Rivières aura ainsi l'opportunité de rapatrier les champs d'expertise qui nous reviennent. Certes, le défi est de taille et comme ville, nous devons voir comment nous pouvons tirer notre épingle du jeu face aux autres instances. La politique sera accompagnée d'un plan d'action concret dont l'objectif est de mettre en place de nouveaux logements sociaux afin de contrer la pénurie à laquelle nous faisons face actuellement. Je souhaite remercier tous les intervenants du milieu et en particulier nos excellents employés municipaux qui sont ici, nous en avons une belle brochette, qui se sont impliqués dans la création de cette politique d'habitation. Il y a combien de temps qu'on a travaillé là-dessus, Marc-André, à date, pour préparer cette consultation? Un peu plus d'1 an. C'est ça. À toutes et tous, je vous souhaite une belle assemblée. Merci d'être présents.
M. Cournoyer. Maître d'orchestre. C'est gentil, c'est gentil. Maintenant, en fait, céder la parole donc à Myriam Lavoie, qui est chef de service planification et urbanisme à la direction de l'aménagement et du développement durable de la ville de Trois-Rivières. Elle va vous présenter donc le projet de politique d'habitation sur lequel on travaille depuis près d'1 an. Myriam. Donc, rapidement, on devrait avoir une présentation qui devrait durer une trentaine de minutes avant la période d'échange. Donc, on va faire une courte mise en contexte du projet, un résumé du portrait. On va parler des orientations objectifs de la politique, du plan d'action et ensuite, il y aura la période d'échange et de questions. Donc, sans plus tarder, un peu la mise en contexte. Donc, pourquoi une politique d'habitation? C'est une action qui est inscrite au plan d'urbanisme qui est entré en vigueur le 5 janvier 2022, mais c'est aussi mené par un contexte. Donc, on sait qu'on est dans un contexte où il y a une augmentation du coût du logement, une pénurie de logements, une rareté de terrains à construire, des coûts de réhabilitation pour les immeubles contaminés sur les terrains disponibles dans la zone urbaine, un enjeu d'adéquation entre l'offre et la demande de logement. On a aussi des objectifs municipaux de consolidation des milieux de vie existants, d'amélioration de la qualité de nos milieux de vie. Et un des enjeux de l'heure, c'est beaucoup la rentabilité des projets versus l'offre de logements abordables. Donc, on sait que les coûts de construction ont beaucoup augmenté là, suite à la pandémie, puis ça soulève des enjeux en lien avec le développement de l'offre en habitation sur le territoire. Donc, pourquoi les principaux objectifs de la politique? C'est d'aller au-delà des mesures prises en situation d'urgence, parce qu'il y a déjà des actions concrètes pour les situations de crise qui se produisent au 1er juillet. Mais une politique, c'est plus pour régler les enjeux avec une vision globale. C'est pour comprendre les causes de la problématique, trouver des solutions à court, moyen et long terme et assurer l'arrimage entre l'offre en matière d'habitation et les besoins de la population trifluvienne. Donc, il y a eu pour alimenter la politique, donc aujourd'hui, on est à la dernière étape de la démarche de participation publique, mais il faut savoir qu'on a fait l'année dernière 3 ateliers de consultation avec 98 participants, donc un atelier qui regroupait les citoyens. On avait choisi une cohorte là, sur inscription avec des gens d'un peu tous les groupes d'âge pour avoir un peu le pouls des jeunes, de la population active, des aînés. À une autre consultation avec les groupes communautaires qui connaissent les besoins souvent des clientèles vulnérables et une avec les spécialistes du milieu de l'habitation et les propriétaires d'immeubles. Donc, ça allait autant là, de la PCHQ aux gens qui font du développement, mais aussi les gens qui sont des propriétaires de logements locatifs pour savoir aussi leur côté des choses. On a également fait un sondage auprès de la population avec 932 répondants et on est rendu aujourd'hui à faire une assemblée publique de consultation. Il y a également des consultations écrites qui sont en cours depuis le 22 février qui dureront jusqu'au 24 mars pour les personnes qui souhaitent soumettre des commentaires ou des mémoires. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un peu un produit qui est préliminaire puisqu'on est en démarche de consultation. Donc, sentez-vous bien à l'aise de nous faire des suggestions pour bonifier et améliorer ce qu'on vous présente. Donc, rapidement, avant d'entamer le contenu de la politique, je vais vous faire un court résumé du portrait. Donc, évidemment, on a fait une étude un peu plus statistique, puis on a donné également un mandat pour faire une étude de marché pour comprendre les dynamiques à l'œuvre sur le territoire pour tout ce qui touche à la question de l'habitation. Donc, rapidement, là, le portrait est quand même exhaustif. C'est un document qui faisait environ 300 pages, là, mais on a mis on ne vous endormira pas trop avec des statistiques ce soir, donc on a mis les faits saillants. Donc, vous voyez l'évolution ici là, du taux d'inoccupation des logements locatifs et du loyer moyen. Donc, quand on parle d'un taux d'inoccupation des logements équilibré, là, on dit que l'équilibre du marché se situe autour de 3 alors qu'en 2021, et la statistique s'est maintenue pour 2022, le taux d'inoccupation à Trois-Rivières était de 0,9, c'est-à-dire qu'on est en situation de pénurie de logements dans le locatif. Puis en parallèle, c'est la loi de l'offre et la demande, plus l'offre est restreinte, plus les prix augmentent. Donc, il y a eu une augmentation assez drastique du coût moyen du loyer durant la même période, ce qui nous amène dans la situation là, qui est qualifiée souvent dans le langage populaire de crise du logement. Là. Nous, on préfère le terme crise de l'habitation, ça ratisse un peu plus large. Donc, vous voyez un peu la situation du marché locatif. Donc, quand on regarde ça plus en détail, à la prochaine diapositive, on peut continuer, j'ai un peu résumé ça. Je suis allée un peu au-devant. Donc, on voit aussi que le taux d'inoccupation varie un peu selon la taille des logements. Donc, le problème est beaucoup plus criant pour les grands logements parce qu'ils sont moins nombreux sur le territoire. Donc, les 3 chambres et plus, là, avec un taux d'inoccupation à 0,6. Puis, on peut voir que dans la province du Québec, c'est 2,4. Donc, on a un taux d'inoccupation beaucoup plus faible que la moyenne provinciale. Mais la moyenne provinciale est en dessous de l'équilibre du marché également. Là. Donc, on peut dire que cette crise-là, elle est à l'échelle du Québec au complet, mais elle varie dans son intensité d'une ville à l'autre.
Donc, aussi, on a les statistiques sur les loyers moyens, là. Donc, ça aussi, parce que quand on voit la statistique du loyer moyen à 600 et quelques dollars, on se dit ça n'a pas l'air si pire, mais c'est parce que ça aussi, ça dépend beaucoup de la taille du logement et de l'âge du logement. Donc, le loyer moyen dans le logement neuf étant beaucoup plus élevé, là, puis c'est souvent ça qui est le plus disponible pour les gens qui rentrent sur le marché et qui sont en recherche. Puis, on voit aussi la distribution du type d'appartement sur le territoire, où on voit que le modèle le plus commun, c'est l'appartement de 2 chambres, là, le 4,5 là, communément. Donc, dans le marché de la revente, là, je ne décortiquerai pas le graphique au complet, mais le même phénomène s'est exercé, donc tant dans la copropriété que dans la maison unifamiliale, un marché qui est à l'avantage des vendeurs et non des acheteurs, ce qui a amené une hausse des prix assez importante aussi, là, facteur accentué par la période pandémique où il y a eu 2 hausses consécutives là, d'autour de 25 du prix de la maison unifamiliale. Donc, l'inventaire est réduit sur le marché, ce qui amène les prix à la hausse. Puis on voit dans la maison unifamiliale à peu près le même phénomène là, de la même façon depuis 2017 qui s'accentue. Ça semble avoir atteint un certain point d'équilibre là, dans le marché de la revente et c'est en train de se stabiliser, là, heureusement. Donc, si on passe à la prochaine, dans l'étude de marché aussi, on a aussi fait une étude de potentiel. Donc, vous voyez quelques statistiques sur les trifluviens et ce que ça influence sur le marché. Donc, le revenu moyen par ménage qui est de 66 241 et ce qui représente à l'échelle du Québec ce qu'on appelle une capacité à payer modérée, là. Donc, une population qui est un petit peu moins riche que la moyenne provinciale, puis où il y a quand même 39 des gens là, qui ont un revenu de moins de 40 000 ce qui est quand même un défi. Donc, on dit oui, les loyers sont plus bas qu'ailleurs, mais les revenus aussi, ce qui amène des enjeux à notre échelle au niveau de l'accessibilité au logement. C'est aussi une population qui est beaucoup de ménages sans enfants et la population 35-55 ans, 22 de la population, un gros pourcentage d'aînés, donc des défis aussi au niveau du type du logement parce qu'on sait que Trois-Rivières, c'est une population qu'on dit vieillissante, donc il y a une augmentation du pourcentage d'aînés dans la population, ce qui amène des besoins différents en matière de logement quand un cadre bâti est beaucoup axé sur la maison unifamiliale, la maison individuelle, qui est peut-être moins en adéquation avec les besoins des personnes plus âgés qui vont des fois vouloir plus migrer vers le marché de la copropriété ou le marché locatif ou même la résidence pour personnes âgées pour différentes raisons, là. Donc, la transformation de la démographie, ça amène des défis sur l'adéquation entre l'offre en matière d'habitation et la demande. Donc, le potentiel de développement est somme toute excellent puisque la demande est élevée, bon dans la copropriété, excellent dans le locatif. Donc, ça, c'est les termes là, de l'étude de marché, mais modéré dans la résidence pour personnes âgées parce qu'il y a eu beaucoup de construction dans les dernières années, donc l'offre est assez bonne. Puis très bon dans les maisons unifamiliales, qu'elles soient en rangée, jumelées ou isolées. Donc, pourquoi on a mis en lumière le locatif qui est excellent? En fait, c'est là que les besoins sont les plus importants, c'est dans le locatif. C'est là où il y a le plus de demandes. Donc, c'est ce qui est le plus susceptible de se développer dans les prochaines années, mais ça reste que dans tous les types de logements, il y a des besoins quand même assez importants. Donc, c'était un court résumé des faits saillants du portrait, là, mais on avait étudié la question sous beaucoup d'angles, mais on ne pouvait pas tout montrer ça ce soir. Donc, ça nous amène au contenu proposé de la politique. Donc, dans la politique d'habitation, ce qu'il faut savoir, c'est que l'habitation, quand on a commencé le dossier, on a vite constaté à quel point c'est une question complexe. Donc, M. Cournoyer l'a dit un peu d'entrée de jeu, c'est une question qui est partagée entre les paliers de gouvernement. Donc, le monde municipal, on a une certaine sphère d'influence, mais le gouvernement provincial aussi et le fédéral également, là. Donc, c'est également une question qui est influencée par de nombreux facteurs qui ne relèvent pas de la ville. Donc, on peut penser à, là, j'ai mis des facteurs extrêmement gros comme le système économique mondial puis le droit de propriété. Là, ça a l'air bien ésotérique, mais le fait qu'on opère dans une logique de libre marché, c'est quand même un facteur déterminant sur le coût du logement puisque ça obéit à la loi de l'offre et de la demande. Donc, ça, c'est pas un facteur qu'on peut changer à notre échelle. De la même façon, la façon dont fonctionne le droit de propriété dans le droit canadien, ben, ça influence jusqu'où on peut aller pour restreindre ce qui peut être fait là, dans le domaine du logement. Également, beaucoup influencé par les politiques et réglementations fédérales et provinciales. Donc, on peut penser à toutes les règles du tribunal administratif du logement, de la régie, la gestion des taux d'intérêt par le gouvernement fédéral, par exemple, là. Donc, on entend ça beaucoup aux nouvelles ces temps-ci, les taux d'intérêt qui montent, l'influence que ça a sur la valeur des maisons, sur le marché. Donc, tous des facteurs qu'on n'abordera pas dans la politique puisqu'ils sont vraiment hors de notre contrôle au niveau municipal. Et on peut penser aussi aux actions du réseau de la santé et des services sociaux. C'est un autre exemple de facteur qu'on ne contrôle pas, bien qu'on a un beau partenariat avec nos collègues des différents paliers gouvernementaux.
Mais quand on parle d'enjeux comme l'itinérance, comme les logements pour les personnes vulnérables, c'est beaucoup lié à des services dispensés par le gouvernement en matière, par exemple, de santé mentale. Donc, la politique d'habitation de la ville, elle agit sur le logement lui-même, mais pas nécessairement sur l'humain qui l'habite. Donc, ça aussi, c'est important à comprendre. Donc, quand on va vous parler de logement social, on va parler de développer des unités, mais pas de qui va les habiter, ce qui est moins dans notre champ d'intervention. Pour ceux que ça. Je vais te faire revenir, Marie-Hélène, s'il te plaît. Tu peux-tu me cliquer le lien si ça fonctionne? Sinon, c'est pas vraiment important, là, c'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur, de la complexité. Je vous ai mis la carte mentale faite par le consortium en développement social de la Mauricie. Donc, ils ont fait on ne regardera pas les détails, là, mais c'est toutes les ramifications de la question d'habitation pour le palier fédéral, provincial et municipal. Donc, on peut juste voir à quel point c'est une question qui est complexe, globale, multifactorielle. Euh, donc, puis ça, c'est sans compter toutes les interventions des organismes communautaires qui sont un acteur très important du domaine du logement, là. Euh, donc, qui souvent vont répondre aux besoins de différentes clientèles vulnérables là, dans différents secteurs. Donc, il y a des logements, par exemple, d'urgence pour les personnes en situation de violence, des logements qui ont des services pour les personnes en situation d'itinérance, mais ça, c'est beaucoup mené par le monde du communautaire. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de la question de l'habitation. Si on passe à la prochaine. Ce qui veut dire qu'on s'est donné comme objectif de centrer la politique d'habitation de la ville de Trois-Rivières sur des objectifs atteignables. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Les besoins sont quasi infinis, là, dans le sens où il y a des besoins de tout acabit à grande ampleur et les ressources demeurent malheureusement limitées. Les besoins les plus criants, ce qu'on a constaté, c'est ce sont pour les personnes les plus démunies de la société, donc les personnes les plus vulnérables. Là, on peut penser aux gens à faible revenu, aux gens avec des enjeux de santé et des enjeux sociaux. Euh, on va aussi se concentrer sur les enjeux municipaux, donc les enjeux sur lesquels on est susceptible d'avoir une influence directe et immédiate, en tenant compte de la complexité de l'ampleur de la problématique pour avoir un impact réel à court terme. Donc, pour que ça a l'air tout un peu compliqué, là, mais pourquoi on dit ça? C'est parce que vous allez voir assez rapidement qu'on a concentré le plan d'action dans des sphères bien précises pour essayer d'avoir l'impact le plus rapide et le plus concret possible, plutôt que d'essayer de toucher un peu à tout, puis finalement se rendre compte que ça n'a pas beaucoup paru ce qu'on a fait. Donc, si on passe à la suivante. Donc, l'objectif cadre de la politique qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'agir en concertation avec le milieu pour générer des solutions novatrices aux enjeux de l'habitation afin de répondre aux besoins et aspirations de la population trifluvienne. Donc, ça, c'est comme notre vision qu'on se donne pour la politique. Puis, rapidement, en termes d'orientation, objectifs et actions, on va vous présenter quelque chose qui est beaucoup centré sur les orientations couvrent à peu près toute la sphère de l'intervention municipale, mais le plan d'action 0-5 ans est vraiment focusé sur le logement social et le logement abordable, parce que c'est là que les besoins sont les plus importants. Donc, on vous présente un premier plan d'action aujourd'hui qui est un plan d'action 0-5 ans, mais la politique pourra ensuite bénéficier de d'autres plans d'action. Fait qu'on veut faire un plan d'action court, mais qu'on va pouvoir dire qu'on l'a fait quand on va atteindre le 5 ans, on va pouvoir dire on les a accomplis et éviter de s'éparpiller sur l'ensemble des enjeux, mais vraiment être concentré sur les enjeux concrets. Donc, l'orientation 1, fait que vous allez voir, les orientations sont très larges, puis rapidement, quand on débouche vers le plan d'action, on tombe vraiment plus dans le concret. Donc, l'orientation 1, arrimer le développement de nouveaux logements avec les besoins de la population trifluvienne. Les objectifs, s'assurer de l'arrimage entre les projets de développement et les prévisions démographiques. Donc, on a les courbes de prévision démographique de l'Institut de la statistique du Québec qui nous disent que notre croissance se passe presque exclusivement chez les 65 ans et plus. Donc, ça veut dire que si on met toute notre énergie dans construire des grandes maisons sur des grands terrains, on n'est pas en adéquation avec la clientèle. Il y a des besoins pour ça, puis on va continuer à construire de ça, mais ça ne sera pas l'élément clé de la réponse de la crise. Privilégier une analyse à l'échelle de la ville et non uniquement par projet. Donc, c'est sûr que quand je vous dis ça, il faut se concentrer sur le multifamilial puis le locatif. Mais si on regarde un projet puis on dit comment ça se fait que dans ce quartier-là, ils font des maisons, non, mais à l'échelle de la ville, ils se construisent surtout du multi, fait qu'on atteint notre objectif, mais il y a des besoins dans les autres catégories. Encourager la création de logements pour les clientèles vulnérables. Les logements de transition et les logements avec service en sont des exemples. Les logements pour les personnes avec des handicaps, c'est un autre exemple aussi. Donc, c'est des clientèles qui ont peu de réponses du marché privé.
Donc, c'est souvent le logement hors marché qui va répondre à ces personnes-là. Développer davantage de logements sociaux pour les clientèles à faible revenu sans besoin particulier. Donc, c'est les 2 vont ensemble. Donc, on veut se concentrer, oui, sur les personnes qui ont des situations de vulnérabilité particulières, mais aussi les personnes qui sont simplement à faible revenu parce qu'eux aussi, le logement du marché privé, ça devient de plus en plus difficile. Et contribuer à l'adaptation du parc de logements aux besoins d'une population vieillissante. Donc, on a parlé de ça pas mal tout à l'heure. L'orientation 2, favoriser un contexte d'abordabilité en contribuant à augmenter l'offre d'habitation de tout type. Donc, on parle souvent de logement abordable, mais ça, c'est beaucoup à l'échelle du coût du logement versus un individu. Dans la littérature, il parle beaucoup de contexte d'abordabilité, c'est-à-dire de créer une situation où l'offre est telle que l'abordabilité peut exister dans le marché privé parce qu'il y a une certaine abondance, puis on espère remonter notre taux d'occupation à un niveau qui donne un équilibre un peu moins, un peu plus logique, là, puis un peu plus à la faveur des gens. Donc, favoriser le développement de typologies d'habitation et de taille. Donc, il faut développer beaucoup de sortes pour répondre aux besoins. Développer des incitatifs à la construction de logements abordables. Donc, le logement abordable, c'est sûr qu'on en veut, mais encore faut-il que ça soit intéressant d'en construire. Donc, la SCHL au niveau fédéral a certains incitatifs, mais on pense que des incitatifs municipaux seraient très utiles également pour favoriser l'offre de logements abordables. Encourager l'augmentation du nombre d'unités hors marché. Donc, par exemple, les coopératives, les logements sur lesquels il y a des contrôles du loyer, les soutiens aux organismes communautaires qui opèrent des parcs de logements sociaux. Donc, quand on vous parle d'unités hors marché, là, c'est des unités qui n'obéissent pas à la loi de l'offre et la demande, là, donc qui sont gérées par un organisme qui n'est pas à but lucratif, donc, ou par une coopérative, par exemple. Identifier les besoins en matière d'habitation collective et évaluer le potentiel des différents types à développer avec les organismes. Donc, il y a beaucoup d'organismes partenaires qui développent du logement dans l'offre du logement social, mais on pense qu'il y a certaines sphères qui sont moins développées parce que les programmes des gouvernements ne sont pas nécessairement conçus pour ça, mais qui méritent la peine qu'on les étudie en partenariat avec nos organismes partenaires. On peut penser aux maisons de chambre qui ne sont pas vraiment couvertes en ce moment par la sphère du logement social, mais qui répondent à un besoin qui n'est pas toujours facile à gérer dans le marché privé. Au logement étudiant aussi, pour lequel il peut y avoir des besoins. Là, on est une ville universitaire, donc évidemment, il y a des besoins là-dedans. L'orientation 3, qui est de je ne sais pas pourquoi, si mon écran ne s'affiche pas, je vais regarder là. Développer l'offre d'habitation dans le respect des orientations urbanistiques de lutte à l'étalement urbain, de protection des milieux naturels et de mobilité durable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, en situation de crise, on se dit il faut construire, il faut construire, il faut construire. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a une vision pour notre territoire en matière d'urbanisme, puis il faut que ça soit pris en compte. Donc, on a une vision de lutte à l'étalement urbain, d'éviter de s'éparpiller dans les secteurs qui ne sont pas bien desservis en service. Donc, on veut aussi que notre réponse à la crise tienne compte de ça. Donc, favoriser des lots de petite taille avec des coefficients d'occupation du sol élevés afin d'utiliser le territoire de façon optimale et réduire les impacts de l'étalement urbain. En gros, ça veut dire utiliser le terrain de façon optimale pour éviter de consommer trop d'espace avec peu de population. Tendre vers la diminution de l'espace occupé par l'automobile dans les milieux de vie. Donc, des milieux de vie à échelle humaine un peu plus axés sur le piéton. Compenser la forte densité par l'accès à des espaces publics en quantité et qualité suffisante. Donc, c'est sûr que si on veut densifier, bien, les gens ne font pas nécessairement tous une cour une grande cour avec la piscine puis tout ça, là, le rêve américain. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des espaces publics compensatoires. On peut passer à l'orientation. On est dans la suite. Localiser stratégiquement les projets de densification de façon à s'assurer de la proximité au pôle d'emploi et de services. Donc, plus la forte densité est proche des services, moins on aura des enjeux de congestion routière, etc. Et limiter la hauteur et le nombre de logements dans les secteurs périurbains pour éviter de générer des problématiques d'accès aux commerces, services, augmentation de la circulation automobile, émission des GES, etc. Donc, si on construit de la forte densité loin, 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 loin des pôles commerciaux, bien, on n'aura pas cette facilité-là pour la population de se déplacer autrement qu'en automobile, puis on pourrait générer d'autres problématiques. À l'orientation 4, favoriser la qualité de vie des ménages locataires en s'assurant que l'offre de logements locatifs se développe dans des milieux de vie de qualité. Donc, ça aussi, c'est un des objectifs de la politique. Implanter les immeubles locatifs à proximité des services, des parcs et des espaces verts. Localiser les projets de densification au cœur du milieu urbain à proximité des services. Favoriser la mixité des typologies résidentielles pour éviter de surconcentrer les populations vulnérables dans des secteurs déterminés du territoire. Donc, ça, c'est un peu une façon de dire faire de la mixité sociale. Développer des incitatifs à l'amélioration de la qualité des logements. Donc oui, il y a le neuf, mais il y a aussi l'existant. Il y a déjà des programmes qui existent à la ville pour la rénovation de l'habitat, mais il reste que c'est quand même quelque chose qui est intéressant là, au niveau de la qualité des logements, la salubrité, toutes ces choses-là. Donc, c'est important de mettre de l'énergie là-dessus.
Ce qui m'amène au plan d'action. Je sais que les orientations et les objectifs, des fois, ça peut sembler bien, bien abstrait. Donc, souvent, les gens aiment un peu plus ce bout-là de la démarche. Donc, le plan d'action, on vise un plan 0-5 ans, donc 2023-2028. C'est le premier plan de la politique, c'est-à-dire qu'une fois que ces actions-là seront faites, il y aura sûrement d'autres plans d'action qui vont suivre pour couvrir les autres sphères. Il est très ciblé sur le logement social et abordable puisque c'est l'enjeu le plus criant en date d'aujourd'hui. Et il est ciblé pour avoir un maximum d'impact concret plutôt que de diluer les actions, là. Donc, on a voulu. Fait que vous allez remarquer que beaucoup d'actions sont interreliées, là. Donc, on va dire l'action 1 puis l'action 2, ils vont ensemble, puis ça va faire un impact sur telle sphère. Donc, l'action 1, embaucher un spécialiste en habitation. C'est l'embauche d'une personne dédiée à temps plein à la question de l'habitation à la ville, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, oui, il y a des gens qui travaillent, une équipe qui travaille là-dessus, mais ils ont beaucoup d'autres choses à faire en même temps. Donc, d'avoir une personne ressource dédiée, on pense que ça va être une bonne façon de s'assurer du suivi de la mise en œuvre de la politique, de la gestion de nos différents programmes, puis de faire le lien avec la table de travail sur le logement social abordable, où on s'assoit avec tous les organismes de la communauté qui développent des unités, puis on cherche des solutions pour concrétiser des projets le plus rapidement possible en adéquation avec les besoins de la population. L'action 2, adopter un règlement permettant à la Ville de se prévaloir du droit de préemption et identifier les secteurs et les types d'immeubles appropriés pour exercer ce droit. Donc, pour tout le monde qui n'est pas un expert du droit de préemption, moi-même, je ne l'étais pas avant de faire la politique, je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Ce que ça veut dire en bon français, le droit de préemption, c'est un nouveau pouvoir municipal qui permet aux villes d'avoir un droit de premier achat quand un immeuble est à vendre. Donc, il cible d'avance des immeubles ou des quartiers des villes, ce qui permet de dire que quand un immeuble tombe à vendre puis qu'il y a une offre d'achat de déposer, la ville peut égaler le montant et se porter acquéreur à la place de l'acheteur potentiel. Ce que ça permet, c'est que si on a notre œil sur un terrain, par exemple, où on pense qu'on pourrait construire du logement social, bien, au lieu de procéder en expropriation, qui est long, complexe et coûteux, bien, la journée que la personne le met à vendre, elle doit l'offrir un peu à la ville en premier, là. Donc, mais ce n'est pas une façon de bypasser le marché, c'est-à-dire que la ville peut l'acheter au prix de l'offre que la personne aurait acceptée. Fait que ça permet d'être rapide, puis de faire de l'acquisition. La Ville de Montréal avait ce pouvoir-là dans sa charte depuis des années, puis ça leur a été quand même pas mal utile là, pour développer des projets. Puis l'idée de la deuxième partie de l'action, c'est vraiment de cibler d'avance les quartiers et les types d'immeubles visés, là, parce qu'on ne peut pas acquérir n'importe quoi à n'importe quel coût non plus, là. Donc, il y aura une étude qui sera faite dans le cadre de ce plan d'action-là pour mettre nos énergies au bon endroit. Action 3, élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'acquisition d'immeubles pour fin de logement social. Donc, c'est en complémentarité avec l'action précédente. Donc, le droit de préemption, c'est comme on met un droit de préemption sur les immeubles, puis on attend que quelqu'un le mette à vendre, puis qu'il y ait un acheteur. La stratégie d'acquisition, c'est plus proactif, donc c'est de prendre les devants puis de faire du démarchage. L'idée, c'est d'acquérir des immeubles de plein de façons, donc en combinant ça, le droit de préemption, afin de constituer une banque de terrain disponible pour accueillir des projets de logement social. Parce que ce qu'on a vu beaucoup dans nos discussions avec les organismes, c'est que c'est très complexe, lever des projets de logement social pour les organismes communautaires. Puis la maîtrise du foncier, du terrain, c'est un enjeu clé. Puis c'est vrai aussi pour les immeubles construits qui veulent être convertis en logement social. C'est-à-dire que souvent, ces projets-là, le montage financier est long. Il y a beaucoup d'étapes administratives au palier provincial, fédéral. Fait que par le temps qu'ils sont rendus prêts, les terrains se sont vendus ou il peut y avoir. Fait que s'il y a une certaine disponibilité de terrain, mais ça facilite beaucoup la réalisation des projets et donc, ça, ultimement, plus d'unités de logement peuvent être construites. L'action 4, analyser l'ensemble des propriétés municipales des premiers quartiers de la première couronne pour valider si certaines présentent un potentiel de développement de logement social. C'est notre troisième moyen pour la fameuse banque de terrain. Donc, c'est quand on dit les premiers quartiers, là, c'est les quartiers anciens, centre-ville, Bas-du-Cap, Sainte-Cécile, Saint-Philippe, etc. Puis la première couronne, c'est les quartiers qui se sont construits entre les années 50 et 80. Là. Donc, c'est souvent ces quartiers-là qui sont proches des grands pôles d'emploi et de services. Puis la ville a certaines propriétés là-dedans. Puis on va faire, dans le cadre de la politique, l'analyse pour être bien sûr qu'on ne passe pas à côté d'un terrain qui serait peut-être constructible, mais qu'on n'utilise pas à son plein potentiel aujourd'hui. En combinaison avec la stratégie d'acquisition, le droit de préemption, puis cette démarche-là, ben, on pense être capable de constituer une banque de terrain quand même intéressante pour accueillir des projets de logement social. Ce qui nous amène à l'action 5,
qui est la création d'un guichet unique pour les demandes de création d'unités de logement social pour puis s'assurer de réduire le plus possible les délais administratifs municipaux associés à ces projets. Donc, on veut être des partenaires facilitateurs des projets de logement social parce que ces projets-là, ils doivent passer à travers plein de financements puis d'instances à tous les niveaux, au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral. Donc, c'est du financement qui est difficile à attacher, c'est des normes très complexes. Donc, le plus qu'on peut simplifier à notre niveau, le plus que les délais vont réduire. Évidemment, on n'a pas de contrôle sur les délais des autres paliers de gouvernement, mais celui qui nous appartient, bien, on veut essayer le plus possible que ça soit réduit. L'action 6, développer un programme de subvention pour la création de logements abordables. Donc, c'est une action d'incitatif financier pour essayer d'augmenter le nombre d'unités au coût inférieur du marché. Donc, le logement social, c'est vraiment un logement 100% en marché qui est dédié à des clientèles spécifiques, alors que le logement abordable, c'est un logement dont le coût est inférieur au marché, mais qui peut être loué un peu à monsieur, madame, tout le monde. Donc, le logement social, ça répond vraiment aux besoins des plus vulnérables de la société. Puis le logement abordable, c'est plus des gens qui sont capables de se loger dans le marché privé, mais le coût excède 30 de leurs revenus, puis c'est difficile. Puis le logement abordable, ça répond un peu aux gens qui ne sont pas assez vulnérables pour tomber éligibles au logement social, la misère à avoir leurs besoins répondus adéquatement par le marché privé. Donc ça, c'est beaucoup des logements qui sont de teneur privée, mais il y a des programmes incitatifs, par exemple à la SHL, où les gens vont obtenir une subvention pour la construction, mais en contrepartie, ils vont s'engager pendant un certain nombre d'années à maintenir le loyer en deçà d'un certain seuil, ce qui permet d'assurer qu'il y a une disponibilité d'unités moins chère que le marché du neuf. Action 7, faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour une modulation des critères des programmes selon les réalités régionales spécifiques à Trois-Rivières. Donc, c'est une action qui est un peu plus dans le domaine du lobbyisme pour travailler avec nos partenaires des autres paliers de gouvernement parce que les programmes provinciaux, bien, ils sont uniformes à la grandeur du Québec. Donc, les prix des logements qui sont considérés comme éligibles, tout ça sont les mêmes, sauf que les réalités démographiques, les réalités des marchés varient d'une ville à l'autre. Donc, cette demande-là, qu'on va continuer de pousser là, auprès de nos partenaires, bien, ça peut nous aider à financer des projets parce que c'est difficile d'attacher le financement dans un marché où le loyer médian est plus bas que la moyenne provinciale avec les critères des programmes actuels. Sauf que les revenus aussi sont plus bas. Fait que les gens, c'est pas parce que le loyer médian est plus faible qu'ils ont moins besoin qu'il y ait du logement abordable et du logement social qui se construisent. Donc, cette action-là est un peu dans cette optique-là. Action 8, bonifier le cadre normatif sur l'obligation de construction de logements adaptables. Donc, déjà dans nos règlements, on a déjà fait un bon pas. Dans les immeubles d'une certaine densité, il faut qu'il y ait un certain nombre de logements qui soient adaptables pour les personnes en situation de handicap. Toutefois, on pense que ce cadre normatif-là pourrait être bonifié de façon à augmenter les unités disponibles. Puis, il y a aussi un lien avec les prévisions démographiques parce qu'une population vieillissante, c'est aussi une population qui va vivre certaines situations de perte d'autonomie au niveau physique sur certaines choses. Puis, plus le parc de logements est adapté à ces besoins-là, bien, plus les gens vont pouvoir rester longtemps dans leur logement, puis ça va être bénéfique pour tout le monde, là. Donc, on va regarder tout au niveau normatif, qu'est-ce qu'on va pouvoir exiger dans la réglementation pour favoriser ça. Action 9, adopter un cadre normatif pour autoriser les unités d'habitation accessoires et assurer leur intégration au milieu d'insertion. Donc, les unités d'habitation accessoires, c'est toutes les unités de logement. Je m'excuse, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Donc, ce sont des unités de logement qui sont accessoires à un logement principal. Donc, par exemple, une maison unifamiliale qui existe, qui s'ajoute un logement bigénération dans le sous-sol ou un logement locatif dans une mini-maison dans la cour en arrière, là. Donc, aujourd'hui, on permet déjà les bigénérations. Il y a un système pour autoriser les logements locatifs à même le bâtiment principal, mais ce qui n'est pas autorisé, c'est la construction d'une unité d'habitation accessoire dans la cour. Donc, comme un petit bâtiment à part, ça peut être au-dessus d'un garage isolé ou ça peut être carrément une mini-maison dans la cour. Qui permet d'augmenter tranquillement le nombre de logements disponibles sans dénaturer les quartiers. Donc, au lieu de construire juste des nouveaux blocs appartements, mais ça, c'est souvent très populaire pour les ménages intergénérationnels, là. Ça permet aussi de garder les aînés proches des membres de leur famille, mais ça pourrait aussi être locatif. Donc, ça permet aussi aux propriétaires dont les prix des maisons ont augmenté beaucoup de s'assurer une rentabilité en ayant une unité locative à même leur propriété. Puis, quand on parle de s'assurer de leur intégration au milieu d'insertion, c'est évidemment, ça ne sera pas permis n'importe comment puis n'importe où, là. Donc, on va adopter une réglementation avec des critères clairs sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'intègre pour s'assurer de la cohabitation avec le voisinage. Puis,
ça ne sera pas tous les types d'habitations puis tous les types de terrains. Donc, il va y avoir des dimensions de terrain pour s'assurer aussi qu'il n'y a pas trop de minéralisation, que la place, parce que ça rajoute des voitures aussi, fait qu'il faut s'assurer qu'on peut les accueillir sur les terrains, que ça ne va pas créer des débordements dans la rue, etc. L'action 10, offrir une variété de modes de financement pour la contribution de la communauté au projet de logement social. Puis là, on a des exemples, là, terrain, crédit de taxe, contribution financière, afin de s'adapter à la réalité des différents projets. Donc, quand les organismes construisent du logement social, il y a toujours une contribution de la communauté qui vient de la ville, entre autres. Là. Donc, puis, habituellement, ça se fait sous une forme de subvention, puis il y a différentes formes de contribution financière. Mais ce que les gens nous ont dit dans les consultations des organismes, c'est que des fois, il y a d'autres modèles de financement qui leur permettent d'atteindre leurs résultats plus facilement, sous forme de crédit de taxe, des fois c'est sous forme de leur donner un terrain, etc. Donc l'idée, c'est qu'on va évaluer tout ça, puis il va y avoir une gamme de modes de financement plutôt qu'un modèle unique de cette façon-là, selon, c'est pour être flexible puis s'adapter aux réalités financières pour attacher les différents projets de logement social et s'adapter à leur montage financier. Et la dernière, l'action 11, qui, elle, est celle qui porte vraiment plus sur le marché général et non sur le logement social abordable, c'est faire un guide sur le développement et le redéveloppement afin de favoriser la bonne intégration des projets. Donc, il y a d'autres villes qui ont fait ça, là. Puis c'est comme un document qui aide les gens qui se disent, ben moi, j'ai un projet, j'ai trouvé un terrain dans le centre-ville, puis je veux rentrer un projet de densification. Puis là, on aurait un guide qui dirait c'est quoi les bonnes pratiques pour s'assurer que oui, c'est nouveau, mais il faut que ça s'intègre avec le milieu construit existant puis dans le voisinage. Puis un peu la même chose pour les nouveaux développements, des certains critères de qualité des quartiers là, pour essayer de favoriser la qualité des nouveaux milieux de vie. Donc, c'est un peu ça le contenu de la politique et ça nous amènerait à la période d'échange et de questions. Merci, Myriam. Puis merci à vous. Merci pour votre attention. On va donc entamer la période d'échange, donc suite à cette présentation. Donc, la période d'échange de l'Assemblée publique de consultation. Les personnes dans la salle qui ont des questions, des commentaires, sont invitées à se présenter devant au micro. À formuler votre question. Les gens à la maison, vous pouvez utiliser la petite main là, que je vous ai montrée plus tôt dans Teams pour lever la main. Ça va m'aider à gérer les tours de parole pour les gens à distance. Lorsqu'on prend la parole, s'il vous plaît, vous identifiez clairement. Si jamais vous représentez une organisation, s'il vous plaît, le mentionner également pour qu'on puisse le consigner adéquatement. Donc, merci. Est-ce qu'on avait des... S'il vous plaît, Bonsoir. Ouh. Ça commence bien. Attendez. Bon. Ben, félicitations. J'aime ce que j'ai vu. Madame? Nicole Morin. Écoutez, j'ai quelques questions sur votre plan d'action, dans le sens que je pense que la vision est bonne. On parle de projet, de location bigénérationnelle et tout. Mais avant de faire ça, la première des choses, quel est votre laps de temps que vous pensez il faut faire les règlements avant pour permettre la construction, mettons, d'une maison bigénérationnelle ou un espace locatif, comme dans un garage que quelqu'un voudrait modifier? Est-ce que vous avez établi des périodes de temps? Parce qu'il faut avoir les règlements avant de donner la permission de construire. Oui, donc on prévoit déposer un projet de règlement au cours de l'année 2023. Il faut savoir qu'avec le processus d'adoption de règlement de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ça prendra environ 6 mois avant d'entrer en vigueur. OK. Mon autre question, je m'excuse, j'ai quelques questions, alors j'espère que j'autre la personne. On est ici pour ça. OK, good. Bon, on parle justement, afin d'éviter l'étalement urbain, il va falloir utiliser encore plus l'espace du terrain, etc. Sauf, comme je disais hier au conseil municipal, il y a, par exemple, le développement qu'il y a eu sur Notre-Dame-Ouest, sur la 138 à Pointe-du-Lac, où M. Mouradian a vraiment collé ses édifices et on ne voit plus le bord de l'eau. Est-ce que le règlement, là, justement, quand vous allez faire un développement, vous parlez d'utiliser au maximum l'espace. Est-ce que vous allez toujours tenir compte justement de l'enjeu environnemental? Puis aussi, on parle de santé mentale, vous parliez de gens vulnérables. Il faut aussi penser dans les futurs développements
d'avoir même un petit parc, toujours un parc adjacent à ce qu'on appelle un coin ou faire le tour du bloc, comme on dit, là. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là. Ben, je veux juste une question, mais parce qu'il y a plusieurs éléments, là, fait que peut-être permettre de répondre à la première portion de la question, puis Oui, fait que c'est sûr qu'en termes de densification, notre plan d'urbanisme est assez, puis notre schéma sont assez clairs, c'est-à-dire qu'on parle de proportionnalité par rapport à la localisation. Donc, c'est sûr que la densification qu'on fait dans un quartier comme le Bas-du-Cap ne sera pas la même que celle qu'on va faire dans un secteur comme le noyau villageois de Saint-Louis-de-France, parce que Exact. les milieux d'insertion sont différents. Fait que c'est vraiment une question de respect du milieu dans lequel on s'insère, puis de capacité d'accueil de ce milieu-là. Oui. Pour le deuxième volet, en ce qui concerne les parcs dans les nouveaux développements, on a un règlement qui exige un 10 de parcs et d'espaces verts là, quand on ouvre un nouveau quartier. Donc, ça, c'est prévu pour être maintenu. Oui, parce que j'ai remarqué justement dans le développement de Bégely, je me promenais lors des élections, M. Cournoyer, puis je remarquais, il y a beaucoup, c'est des jeunes familles, c'est des nouvelles bâtisses, mais il n'y a pas, là, sur, mettons, je vous dirais, sur 50 à 60 résidences, il n'y a pas de parc. Alors, si on extrapole la situation dans 1 an, 2 ans, ce développement-là va être muni simplement de résidences sans aucun parc pour des enfants, surtout des jeunes familles. Puis c'est des sixplex, des 8 logements. Alors, c'est une densité de gens qui va être assez impressionnante d'ici quelques années. c'est bon. Puis sans rentrer dans le détail d'un développement en particulier, là, mais sur le Oui, mais règlement. c'est un exemple. Non, je comprends votre exemple. C'est ça, je C'est laisserai parce peut-être que vous juste parlez revenir de sur les règlements. développement. Finalement, mon point, je vais le faire encore plus euh, spécifique. Mon point est, votre plan est très bon. Votre plan d'action, c'est bien. C'est une vision à peu près comme j'ai moi aussi depuis X nombre d'années. Par contre, je me rends compte que les développeurs, comment allez-vous faire? Est-ce que la Ville va opter pour un genre de règlement pour forcer les développeurs en développement résidentiel, justement, de respecter vos normes, les normes environnementales, toujours faire sûr qu'il n'y ait pas d'étalement urbain, faire sûr qu'il y ait un petit parc, mettons, pour, je ne sais pas moi, 20 ou 30 résidences, quelque chose comme ça. Surtout si vous cernez à tirer des jeunes familles, etc. Ça prend quelque chose. Il faut qu'on regarde l'enjeu climatique tout le temps dans dans votre vision. Bon, Mme Morin, juste pour permettre la réponse, puis je crois qu'il y a M. Godin qui voulait vous répondre également. Ben oui, ben je pense, belle proposition, Mme Morin. Je pense qu'il est important de dire, c'est que la politique d'habitation, je pense que Myriam l'a nommé précédemment, vise essentiellement, son plan d'action vise essentiellement le logement social et abordable. Et évidemment, cette politique-là ne substitue pas les autres règlements d'urbanisme en vigueur, que ce soit le plan d'urbanisme ou la réglementation du zonage. Donc, pour ce qui est des autres aspects d'ordre réglementaire, d'ordre environnemental, et évidemment, notre réglementation en vigueur continue de s'opérer. Je pense que c'est important juste de faire la nuance entre le plan d'action qui vise le développement et la création d'unités de logement social et les autres objectifs de la Ville en matière d'urbanisme et d'aménagement. Mais c'est ça, les autres objectifs, c'est spécifiquement, là, je vous parle des entrepreneurs en développement résidentiel, parce qu'on sait que les entrepreneurs ne changent pas leur façon de faire. C'est des vieilles façons de faire d'il y a 50, 60 ans. Quand on parle de développement, on ne rase pas toutes les forêts, comme il arrive là, à Béjoli. Là. Le boisier est complètement éteint au nord de la rue Sainte-Marguerite aussi. Puis ma dernière question, en tout cas, c'est quelque chose, vous n'avez pas le choix. Il va falloir que les développeurs se conforment aussi aux enjeux climatiques, environnementaux. Ma dernière question, est-ce que dans votre projet, dans votre plan, vous avez aussi quelque chose pour revitaliser le centre-ville, tous les locaux qui sont vides? Est-ce que vous pensez à les modifier pour faire des logements abordables ou afin de revitaliser le centre-ville dans votre projet? C'est une excellente question. Donc, on n'a pas spécifiquement abordé cette question-là dans la politique d'habitation. On peut la prendre en note on est justement ici pour ça, là, pour la bonification. Il faut savoir qu'on a aussi un plan directeur de revitalisation du centre-ville qui aborde déjà cette question-là. Donc, c'est sûr que c'est déjà partiellement abordé là-dedans, là, la question des locaux commerciaux vacants. Euh, Ça dépend de où, là, au centre-ville, mais on vise en général, oui, la revitalisation du centre-ville dans l'ensemble de nos outils d'urbanisme. Puis on a plusieurs programmes existants qui sont des incitatifs à l'ajout d'unités de logement là, dans les premiers quartiers, notamment dans le secteur du centre-ville. OK.
Parce que, comme je disais justement, lors de conseils municipaux, M. Cournoyer, vous étiez là, à Victoriaville, c'est ce qu'ils ont fait depuis X nombre d'années. Ils ont tout pris le COVID pour les modifier en logement et puis ça a revitalisé énormément le centre-ville, puis ce qui ferait bien pour Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci pour votre commentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires dans la salle ou à la maison? Madame? Moi, je vis une situation personnelle de création de Airbnb dans le bloc où je vis, ce qui m'a fait prendre conscience que la diminution du nombre de loyers est souvent due au fait que les logements, il n'y a pas de propriétaires occupants, mais sont transformés en Airbnb. Je vous invite à aller voir le site Airbnb. Vous allez voir Sainte-Cécile, là, bien de la place pour les touristes. Ça, au sein de la politique, est-ce qu'il y aura quelque chose à faire? Je sais qu'on est pris avec le droit de propriété où quelqu'un peut bien faire ce qu'il veut, mais il reste que le règlement qui dit que tu vas être propriétaire pour faire un Airbnb, ça ne s'applique pas. C'est des anciens loyers. Ça serait Madame, important. merci pour votre commentaire. Est-ce que vous voudriez juste vous identifier? Ah s'il oui, vous plaît? excusez, Diane Cousineau. Diane Cousineau, Madame Cousineau, merci pour votre commentaire. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette... Donc, c'est sûr qu'on a déjà une réglementation qui est assez restrictive sur les établissements d'hébergement touristique. Il faudrait vérifier là, les zones spécifiquement on ne commentera pas de cas précis ce soir. La réglementation, dans notre étude de marché, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la réglementation qu'on avait était plutôt appropriée à la problématique parce qu'à notre échelle, c'est pas le facteur dominant de la crise du logement, bien que ça existe, la situation dont vous nous parlez. Ça demeure un phénomène qui est moins présent que dans d'autres villes plus touristiques. Il y a un cadre normatif qui, selon notre analyse, est quand même adéquat, c'est-à-dire que ce n'est pas permis à beaucoup d'endroits. L'enjeu, c'est plus un enjeu de peut-être ceux qui le font sans que ça soit autorisé, là, puis à ce moment-là, ça se réglerait plus via des requêtes au 3.1. Mais la politique ne prévoit pas de resserrer le cadre normatif sur les Airbnb. Madame Cousineau, peut-être revenir à l'avant, parce que sinon, on ne vous entendra pas à la maison non plus. C'est pour ça que quand je vous ai vu repartir, là, je vous ai trouvé. J'ai quelqu'un à distance également. Oui. En Oui, fait, Madame Cousineau. le point, c'est vrai qu'on devrait faire des dénonciations, tout. Mais quand en tout cas, disons que ça ne me tente pas, moi, de dénoncer mon propriétaire, puis peut-être être pris après ça, moi, toute seule, face à... Mais moi, mon questionnement, c'est quand je vais aller voir le site Airbnb, puis qu'on voit dans le quartier Sainte-Cécile, je ne pense pas que le quartier Sainte-Cécile ait tant que ça de propriétaires. Alors, on voit tous ces petits points rouges-là. Ça se peut qu'il y a autant de propriétaires qui font qui offrent leur loyer. C'est ça. Il y a comme une évidence que c'est pas appliqué. Puis que, tu sais, d'y aller par plainte, ben c'est peut-être pas. Tu sais, à un moment donné, quand il y a eu les élections, je me dis que ce serait drôle de faire le calcul entre la liste électorale, le nombre de gens dans les loyers, je ne sais pas, et le nombre de loyers. Tu sais, comme moi, chez moi, ben, en d'autres mots, actuellement, on est 3 sur le bloc de 6 logements. On est 3, voyons, on est la moitié. On est 4, voyons, je vais le dire, excusez. On est 4 locataires sur 6. En d'autres mots, il y a eu 4, il y a 4 citoyens voteurs dans un bloc de 6. C'est ça, je trouve, le problème. Là. Ça se peut pas que dans certains quartiers, il y ait tant de propriétaires que ça qui font de la... C'est ça que je ne sais pas comment est-ce que vous pourriez faire une recherche Donc, comment sans pouvoir que, comme moi, citoyenne, je sois obligée de dire hey, un tel, puis un tel, puis un tel. Tu sais. Entendu, Madame Cousineau, Oui, peut-être. on en prend bonne note. On va évaluer les différentes actions qu'on pourrait prendre là, dans le cadre de la politique. Merci. Parce que comme je vous invite à aller voir les sites Airbnb, puis c'est intriguant.
Merci, Mme Cousineau. J'ai M. Jean-Pierre Gélina qui est à distance. Donc, M. Gélina, je vous inviterai à ouvrir votre micro. Bonjour, Bonjour, on vous entend bien, M. Gélina. je suis de la QDR de Trois-Rivières. Moi, la question est double. Pas une question. Votre plan est beau, il est élaboré, mais il y a quelques citations où il y a des règlements qui doivent s'élaborer. Mais est-ce que dans ces règlements-là, vous allez inclure des articles qui sont coercitifs et dissuasifs pour ceux qui les transgressent? Parce qu'actuellement, que ce soit Airbnb, comme on vient de parler, ou de d'autres développeurs ou investisseurs ou spéculateurs, les pénalités qu'ils encourent sont absolument dérisoires face à leur capacité d'influencer les décisions. C'est ma question. Puis l'élément qui se greffe à ça, est-ce que dans les plans ou dans les élaborations de projets, ça va être aussi attaché au déplacement des aînés? Parce que moi, c'est les aînés qui m'intéressent. Donc, peut-être votre première question sur la question de la mise en application des nouveaux règlements. Puis après ça, votre seconde question porte sur le déplacement, donc la mobilité des aînés, donc comment le développement des habitations par rapport à la mobilité des aînés. Je vous ai bien compris? Ben, mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, parmi les aînés qui sont vulnérables, il y a une majorité de femmes, puis c'est leur fête internationale aujourd'hui, qui sont dans le pétrin là-dedans, là, qui sont inclus dans ça. Là. Oui. Alors, il ne faut pas oublier ça. Là. C'est bon, entendu. Je vais céder la parole à Mme Lavoie pour qu'elle puisse vous répondre. Merci d'avoir été attentif. Bonne fin de journée. Merci pour votre Merci. commentaire. Donc, en ce qui concerne les dispositions coercitives du règlement, à ce stade-ci, on n'est pas rendu là dans notre réflexion. Donc, je pense qu'on va prendre en note ce que vous nous dites aujourd'hui puis regarder comment on pourrait assurer la proportionnalité entre les amendes inscrites aux dispositions pénales de la réglementation puis les différentes infractions. En ce qui concerne le déplacement des aînés, ben, ça fait partie des orientations de la politique, l'idée de densifier à proximité des pôles d'emploi et des pôles de services. Donc, c'est sûr que la densité qu'on vise à autoriser, par exemple, dans le carrefour du savoir, où on a les grandes institutions de santé, entre autres, vont être plus élevées là et dans le centre-ville que dans les quartiers plus périphériques où c'est plus compliqué pour les aînés puisque ça prend la voiture pour se déplacer. Fait que c'est un peu de cette façon-là qu'on pensait l'aborder, mais ça aussi, ça peut être bonifié, évidemment. Merci. J'avais une question dans la salle, je crois, de ce monsieur. Je vous invite à venir à l'avant au micro. Et j'ai ensuite deux mains à la maison. À la maison, à distance. S'il vous plaît, votre nom. Bonjour, Marc-Antoine Berthiaume. Premièrement, félicitations pour ce premier pas pour faciliter le logement social et abordable sur le territoire de la ville. Ma question, c'est au niveau du développement d'immeubles multilogements en tant que tel, donc que ce soit logement ou condo, est-ce qu'il existe actuellement, si le projet ne vise pas du logement abordable ou social, une contribution obligatoire pour financer justement le logement social ou abordable? Je ne sais pas si ma question est claire. Donc, la réponse est non, ça n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que ça a été une piste de réflexion? Oui, on l'a évalué. Ça n'a pas été retenu pour une variété de raisons, notamment le fait qu'en exigeant des contributions supplémentaires à la construction de nouvelles unités, ce qui se passe souvent dans les villes qui ont essayé ça, ce qui va se passer, c'est que les promoteurs, ils vont payer la contribution, mais ensuite, ils vont augmenter le coût des autres logements pour compenser ce paiement-là, ce qui va faire en sorte que le coût moyen du logement neuf va augmenter, donc on va se retrouver avec plus de monde qui se retrouve exclu du marché privé. Fait
on n'était pas confiant que c'était la solution, là. On avait peur que ça soit en quelque sorte contre-productif. OK. Suggestion pour renchérir sur ça, si, exemple, on regarde pour une contribution obligatoire au niveau du développement domiciliaire, vraiment de maisons de grands quartiers au niveau des promoteurs, vu que ça va être vraiment du domicile maison unifamiliale, par exemple, est-ce qu'une taxe ou une contribution obligatoire amènerait justement ce débalancement-là ou ça pourrait servir de loyer justement pour aider à faciliter le plan d'action, exemple 2, 3, 4, d'acheter des terrains, faciliter la ville et les projets sociaux, ça pourrait peut-être aider à financer ça. Est-ce que ça serait une possibilité? Ben, en fait, c'est lancé. Je pense que c'est intéressant votre piste. On va l'évaluer. On va en prendre bonne note. Merci de votre. Parfait, merci. Merci, M. Bertillon. Donc, à distance, j'ai Mme Yolène Marchand. Donc, Mme Marchand, je vous invite à rouvrir votre micro. Oui, d'accord. Bonjour. Moi, je voulais revenir dans tout respect là, sur les réponses qu'on a eues au sujet du Airbnb là, dans les quartiers Sainte-Cécile et j'ajouterais Saint-Philippe. Moi, je demeure dans Saint-Philippe depuis près de 3 ans. La première année, c'était quand même assez tranquille, mais depuis 2 ans, il y a des locataires à côté de chez moi qui ont été évincés de logements abordables pour être maintenant du Airbnb pour les 3 logements. Et c'est extrêmement dérangeant, en plus d'avoir évincé des gens qui avaient besoin de demeurer là, qui ont eu de la misère à se reloger. Donc, quand on dit que votre nouvelle politique ne visera pas les Airbnb, je trouve qu'on élude un peu une partie des solutions qui pourraient être proposées parce que quand on évince des gens de loyers abordables pour faire du Airbnb dans le centre-ville, c'est vraiment une problématique importante qui fait en sorte aussi qu'on n'a plus le goût de rester là, dans le centre-ville non plus, on a le goût de le quitter. Donc, c'était mon commentaire, en tout respect. Merci, Mme Marchand. Merci. Je pense qu'on voit que c'est un enjeu qui est soulevé par plusieurs personnes, donc on va définitivement l'évaluer. Si vous voulez, je peux faire un court rappel de la réglementation en vigueur, là. Donc, c'est sûr que le Airbnb, ça réfère beaucoup là, à une variété de modèles. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs. Dans notre réglementation, il y a 3 formes qui sont gérées les 3 différemment, là. Donc, la location d'unités à temps plein à des fins de résidence de tourisme, là, donc où il n'y a pas personne qui habite là en temps normal. Dans des immeubles de plus de 3 logements, c'est restreint à quelques zones du territoire qui sont toutes des zones majoritairement commerciales ou institutionnelles, donc c'est très peu autorisé. Donc, ce que j'entends, c'est qu'on a peut-être un enjeu lié à l'application de la réglementation plutôt qu'à la réglementation elle-même. En ce qui concerne les immeubles de 1 à 3 logements, c'est un usage qui est permis dans plus de zones, mais ça reste restreint à des secteurs bien précis du territoire, là, notamment dans le cœur du centre-ville, à proximité des institutions culturelles et touristiques, puis dans certains coins du bas du Cap ou le long du chemin du Roi à Pointe-du-Lac, par exemple. Donc là aussi, c'est peut-être, faudrait voir là, les cas spécifiques. Évidemment, on ne les commentera pas ce soir, là, mais ça reste ciblé, très ciblé dans certaines zones. Ce qui est permis pratiquement partout, c'est pour l'occupant d'un logement de louer quelques fois par année le logement dans lequel il réside. Donc ça, c'est quelque chose que les villes ne peuvent pas interdire en raison d'une réglementation provinciale là, qui entre en vigueur le 25 mars. Donc, c'est les 3 niveaux là, de réglementation qu'on a aujourd'hui. Mais j'entends ce soir là, qu'on a peut-être une réflexion à faire là-dessus, là, donc on en prendra compte de ces commentaires-là. Merci. En espérant que ça réponde à votre question, Mme Marchand. J'avais quelqu'un dans la salle, je crois, qui. Oui, monsieur? Bonjour, Anthony Di Salvio. Je me demandais si dans les plans d'action, il y avait quelque chose qui aurait peut-être pensé faire mixer un petit peu les zonages, les types de zonage, par exemple, vu que des quartiers vont, des constructions qui vont se faire peut-être en périphérie, puis des quartiers qui vont se densifier. Est-ce qu'il y a une idée de peut-être rapprocher des centres commerciaux de ces quartiers-là, de ces nouvelles personnes qui vont s'y installer?
Donc, si je comprends bien, là, pour les commerces de proximité? Oui. Pas dans le cadre de la politique, parce que la politique est vraiment axée sur le volet habitation. Par contre, on a une orientation là-dessus dans notre plan d'urbanisme pour favoriser justement le commerce de proximité. C'est sûr que c'est un équilibre qui est difficile à atteindre parce que la vitalité des artères commerciales existantes, c'est pas toujours évident non plus, là. Le secteur du commerce du détail particulièrement, qui est en grande mutation, là, et on voit beaucoup de fermetures de commerce. Donc, il y a un équilibre à trouver entre maintenir la vitalité des zones commerciales qui existent déjà, puis desservir adéquatement le commerce de proximité, les nouveaux secteurs, là. Donc, c'est un équilibre qu'on cherche à trouver, là, mais il n'y a pas de recette magique, là. Donc, c'est quand même intéressant, on va en prendre compte. Parce qu'il y a aussi un concept, je ne sais pas à quel point il est récent, mais je l'ai entendu parler assez récemment, de la ville de 15 minutes, au fond, là, où tout serait un petit peu assez proche pour s'y rendre à pied ou à vélo en 15 minutes. Donc, c'est un concept aussi qui pourrait être qui est intéressant. Merci. Merci, M. Di Salvio. J'ai à distance Mme Stéphanie Milot. Donc, Mme Milot, je vous invite à ouvrir votre micro. Bonjour. D'abord, bravo vraiment pour la politique. Beau travail, vraiment un beau travail. Bravo aussi, je salue aussi l'embauche. Pardon, Mme Milot, je dois vous poser la question. Est-ce que vous intervenez à titre individuel ou à titre de représentant du Consortium en développement social? Quand ça va être individuel, je vais le dire. Plus, c'est difficile de faire les deux. Je suis citoyenne de Trois-Rivières depuis plus de 20 ans, donc les chapeaux, c'est difficile de les distinguer. Donc, c'est ça, comme citoyenne, d'abord et avant tout. Puis, si c'est spécifique au travail, je le dirais. Mais je salue l'embauche, en tout cas, d'une personne spécialisée dans le domaine de l'habitation. Même une personne, ça pourrait être plus aussi pour une ville comme Trois-Rivières, mais c'est vraiment un axe d'action qui est intéressant. Je suis aussi en accord avec les interventions. Je trouve ça intéressant, les interventions qu'on a eues juste avant. En fait, c'est des éléments que j'avais notés pendant la présentation de la situation des commerces, entre autres, là, qu'est-ce qu'on peut faire sur la situation des commerces, Airbnb aussi, qu'est-ce qu'on peut regarder comme aller un petit peu plus fort sur la question de l'incitatif. Aussi, sur la question des incitatifs, je me demandais jusqu'où aller aussi avec le soutien à la création des unités accessoires. Est-ce que ça peut aller avec des incitatifs jusqu'au crédit de taxe, là, par exemple, ou un congé de taxe aussi pour les particuliers. Là, si on regardait un rapport de la PCHQ, en fait, qui disait que si on voulait créer de l'espace, là, des logements, là, rendre disponibles des logements rapidement, ça, c'était une voie qui était intéressante. Fait que pour aller un petit peu plus vite, ça peut être une voie intéressante. Au niveau de l'obligation de ce qui était mentionné sur de ne pas avoir retenu l'obligation de contribuer au logement social, dans le fond, la préoccupation que j'ai à cet effet-là, en fait, c'est l'exemple que vous avez donné en disant, ben, ça fait en sorte que le marché privé il a tendance à augmenter le prix des autres loyers, dans le fond, fait que ça me fait penser à la logique dominante, en fait, du marché privé, qui est de faire de l'argent puis faire des profits, en fait, avec le logement. Là. Donc, les incitatifs pour le logement abordable dans le secteur privé, j'ai une petite réserve par rapport à ça. Je ne suis pas contre ça, mais quand même un droit de réserve par rapport à ça. On ne sait pas au bout de quelques années qu'est-ce qu'ils vont faire, là, parce que c'est quand même une logique là, qui est une logique de faire des profits. Là, ça a toujours été ça. Dans le passé. Je vais terminer avec une petite parenthèse personnelle, un peu plus. J'ai vécu une expérience, en fait, au cours des derniers mois. J'ai vendu ma propriété dans les premiers quartiers. Propriété qui a dû faire une demande de dérogation mineure, mais qui s'est avéré un processus assez stressant. Je ne sais pas, il me semble qu'il y a plein de choses à travailler au niveau de l'habitation puis de l'aménagement. Il y a des requêtes qui pourraient être, je ne sais pas, passées peut-être un peu plus facilement. Là, il y a des maisons qui sont construites depuis longtemps. Fait que quand ça ne respecte pas les droits de marge de recul, par exemple, avec le trottoir ou des escaliers, c'est ça a pris comme 3 mois comme processus, là, avant d'arriver à la décision, 2000 $, frais d'avocat, de notaire, l'acheteur qui ne voulait plus acheter. Fait que je me disais, ça, c'est peut-être pour les citoyens des
des petits éléments faciles, des facilitants qui pourraient être levés. Puis, la dernière chose, c'est que je n'ai pas entendu dans la présentation rien sur, des incitatifs pour l'accès à la propriété d'une première maison. Tu sais, dans les premiers quartiers, ça fait une différence quand on a des propriétaires occupants sur, la qualité des logements, le bon voisinage. Puis je ne l'ai pas entendu, peut-être que vous ne l'avez juste pas nommé, puis on va le retrouver, dans le plan d'action, mais il y a déjà eu quelque chose à Trois-Rivières, là, un petit soutien qui était donné. Fait que est-ce que c'est encore dans vos cartons, ça, de soutenir l'accès à l'achat d'une première maison? Je crois que M. Godin voulait vous répondre. Bien, notamment pour ce dernier commentaire-là, effectivement, il y a eu des initiatives qui se sont faites dans les dernières années, notamment dans le secteur du Bas-du-Cap, mais évidemment dans l'action qui consiste à revoir les programmes de subvention incitatifs à la création d'unités de logement, on n'exclut pas cet aspect-là, donc ce volet-là qui pourrait être considéré dans le cadre des programmes futurs pour les prochaines années. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Merci pour le travail. Merci pour votre commentaire. Dans la salle, est-ce que j'avais d'autres personnes qui avaient un commentaire ou une question à l'égard du projet? Monsieur, ensuite M. Bertillon. Danny Toupin. Je travaille depuis longtemps dans le domaine du logement social, mais je vais aussi parler comme citoyen aussi à Trois-Rivières. C'est que tout développement de logement social, on n'a pas vu de montant. Quel sera le fonds qui va permettre d'aller atteindre ces objectifs-là du plan d'action? Alors, on n'a pas vu aucun montant. Puis maintenant, bâtir un logement social, c'est rendu à 200 000 de la porte pour un logement normal. C'est une excellente question. Question sur laquelle on planche en ce moment avec nos différents organismes promoteurs de développement de logements social et abordables. Donc, on est à la toute fin là, de l'opération de la politique d'habitation et l'idée est de se définir collectivement des cibles de développement de logements social et abordables et, comme vous le dites, d'identifier quelles sont les contributions municipales qui seraient à définir pour chacune de ces unités, de manière à pouvoir adresser éventuellement au conseil municipal, dans le cadre de la politique, une demande financière pour couvrir la période 0,5 ans de la première politique d'habitation. Donc, on ne l'a pas exclu. On travaille sur ce dossier-là en ce moment. On sait que sans argent, c'est difficile d'avancer, mais ça fait partie de nos préoccupations. Puis, est-ce qu'il y a eu un objectif de nombre de logements, mettons, par type là, de logement social, abordable, puis régulier, qu'on peut dire dans le marché privé, pour atteindre un objectif là, donc enlever la pression là, du 0,8 etc. Là. C'est une bonne question aussi. En fait, c'est une question qui est assez volatile puis qui est changeante d'une période et d'un individu à l'autre. Mais de façon générale, on a eu des statistiques qui ont été déposées par les organismes de développement de logement social, notamment l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Et on parle en ce moment à Trois-Rivières d'environ 1500 logements manquants pour essayer de rétablir le taux d'inoccupation autour de 3 %. Maintenant, dans le domaine du logement social abordable, on peut penser à 500-600 unités à court terme pour essayer de soulager l'impact de l'érosion du parc immobilier à loyer plus modeste, à plus faible coût. Un dernier point, mais c'est un commentaire, c'est que donc j'ai entendu plusieurs commentaires sur le logement abordable, puis aussi la question donc, a été présentée. Puis quand c'est le volet privé qui embarque avec le logement abordable, moi aussi, j'ai des grandes réserves parce que leur objectif n'est pas les mêmes. Puis on a vu des expériences de d'autres villes qui ont embarqué beaucoup plus fort que nous, parce que nous, on n'en fait pas ou presque. Puis que ces expériences-là, c'est que ces propriétaires-là vont choisir ces gens pour habiter des habitations abordables, puis ensuite, ils vont revendre par après à profit quand c'est des unités, exemple condos, etc. Alors, je serais très prudent de mettre des fonds, des contribuables qui pourraient être mis ailleurs à des clientèles beaucoup plus importantes puis donc vulnérables. Merci.
C'est une belle préoccupation que vous déposez. On a cette même réticence-là, puis c'est partagé à travers plusieurs municipalités et villes au Québec, de faire intervenir le secteur privé dans le domaine du développement de logements abordables. C'est un couteau à deux tranchants. Maintenant, je profiterai de l'occasion pour lancer l'appel, parce que le logement abordable, si on souhaite en développer, pas par l'intervention ou le biais du privé, bien, c'est nécessairement des organismes ou des fonds qui vont nous approcher pour développer différents projets dans des secteurs donnés. Fait actuellement, on en a très peu à Trois-Rivières, des organismes qui se lancent dans cette opération-là, mais évidemment, on souhaiterait en avoir davantage pour essayer d'explorer puis d'exploiter davantage ce domaine-là. Donc, à qui l'entend, vous êtes les bienvenus. C'est un bon point, oui. C'est très bien. Merci. Merci, M. Toupin. Il y avait M. Berthiaume en salle. Sa deuxième intervention, je ne sais pas si j'avais des gens à distance. Personne en salle à une première intervention, donc je vous invite, M. Berthiaume, à revenir au micro. Rebonjour. Ma question est peut-être plus au niveau urbanisme en général qu'habitation, mais c'est d'un point de vue aussi de densification et de création de nouveaux logements. Est-ce qu'il y a possibilité actuellement ou, je ne sais pas la réglementation, d'où ma question, de favoriser du développement immobilier sur des terrains commerciaux? Je prends l'exemple, il y a les centres commerciaux qui deviennent de plus en plus en réflexion, à savoir c'est plus dur de trouver des locaux et autres. Et par exemple, à Québec, il y a la place Fleur de Lys qui a un grand projet de développement immobilier, commercial et éducationnel. Clin d'œil à l'UQTR, qui a un pavillon à la place Fleur de Lys qui, sur le même site, a une vision triple. Donc, vraiment, habitation commerciale et éducationnelle. Ça pourrait être juste habitation ou commercial. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé de voir avec ces promoteurs-là un développement sur ce terrain-là? Madame Lavoie, puis ensuite. Donc, c'est peut-être pas tellement relié au projet de politique d'habitation, mais c'est quand même une question très intéressante. Fait que je vais me permettre de faire un petit aparté sur le contenu de notre nouveau plan d'urbanisme qui est en vigueur depuis janvier 2022. Donc, dans la réglementation qui accompagne ce plan-là, donc il y a une orientation là-dessus, là, notamment sur les centres commerciaux. Puis, il y a des usages résidentiels qui sont permis de façon générale, là, notamment au centre Les Rivières, si on veut donner cet exemple-là. Et il y a dans le plan d'action du plan d'urbanisme la volonté de faire des programmes particuliers d'urbanisme applicables aux 3 grands centres commerciaux pour essayer de favoriser justement l'évolution des grandes aires de stationnement de ces terrains-là pour une densification. Toutefois, tous ces outils-là, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est de permettre d'autoriser, mais ils ne nous permettent pas de forcer le développement sur un terrain qui ne nous appartient pas. Là. Donc, mais c'est définitivement dans notre vision de l'évolution du développement de la ville. OK, c'était vraiment ça ma question, à savoir, est-ce qu'il y a possibilité de développer? Oui, ce ne sera pas du logement social ou autre, mais c'est quand même des habitations dans un marché locatif ou à condo qui est en pénurie en ce moment. Merci. Mariam a très bien répondu, mais merci de poser la question. Ça nous permet de mettre en valeur le contenu de notre plan d'urbanisme parce qu'au-delà de l'habitation, on est aussi des aménagés urbanistes. Donc, c'est intéressant ce que vous soulevez. Merci. Parfait, merci. Merci, M. Berthiaume. J'allais justement demander s'il y avait quelqu'un qui avait une autre intervention. Donc, oui, vous êtes la bienvenue. Morin? Oui, rebonsoir. Vous parliez de lobbyistes, justement, afin de faciliter l'obtention de financement pour vos programmes d'habitation, pour votre plan. Est-ce que vous avez créé une équipe pour de lobbyistes? Est-ce qu'on parle vraiment le lobbyiste là, au niveau provincial, fédéral, ou travaillez-vous avec les élus du territoire trifluvien, autant provincial que fédéral, pour l'obtention de financement? Il faut les faire travailler, ce monde-là, au prix qu'ils sont payés. Monsieur Godin, vous voulez répondre? Écoutez, c'est un bon point. Vous voyez, on a inscrit cette action-là comme étant une des 11 actions clés de la politique d'habitation. Donc, une fois que la politique d'habitation sera en vigueur, vous pourrez être certaine qu'on va constituer une équipe pour faire pression sur les changements législatifs nécessaires pour faire du développement de logement social. Il y a des freins, on les connaît. Maintenant, l'idée d'inscrire cette action-là, c'est justement pour nous donner les coups d'effrange pour constituer l'équipe qui va faire les pressions nécessaires.
Oui, exact. Non, ce serait une bonne idée parce qu'on sait très bien que Trois-Rivières a perdu énormément de logements, surtout durant la pandémie. Il y a eu beaucoup, je travaillais pour une notaire à ce moment-là, un contrat avec une notaire, beaucoup de gens qui ont été expulsés afin de convertir les logements en condos. Alors, je sais comme il y a tellement de demandes que je pense que plus on presse, mieux c'est, là. En tout cas, enfin. Merci pour Merci. votre commentaire. J'ai M. Gélina Distance qui avait un commentaire ou une question. M. Gélina? Question un peu égoïste. Les informations qu'on a vues et dont qu'on a reçues, est-ce qu'ils vont nous être accessibles? Oui, l'ensemble de l'information va être disponible sur le site web municipal. D'ailleurs, vous retrouvez toute une panoplie d'informations, les rapports de consultation qui ont été menés, le sommaire de l'étude de marché également, là, qui vous a été présenté par Mme Lavoie, sont tous présentement accessibles sur le site Internet. La présentation devrait être accessible sous peu. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce que j'ai d'autres questions ou commentaires en salle? À distance? Oui, M. Toupin? Donc, j'ai oublié de parler d'un point tantôt. On voyait que le budget, les subventions qu'on reçoit pour le développement de logement social, c'est basé sur le loyer médian du marché. On sait, c'est des études économiques qu'on ne sait pas qui s'en occupe. Ben, c'est la CHA qui le font, mais c'est des chiffres qu'on doute là, du réel sur le marché. Je crois qu'il y a des villes ou des régions qui ont contré ça en faisant des études qui ont été acceptées là, au niveau fédéral et provincial, puis pour aller chercher justement le portrait réel du marché locatif. Alors, ça vaudrait la peine d'investir, de payer pour faire ces études-là, pour arriver à notre réel portrait de coût de loyer à Trois-Rivières. Entendu. Alors, c'est mon commentaire. Ouais. Oui, c'est intéressant. Dans notre étude de marché, ils ont quand même fait certaines analyses préliminaires qui pourraient servir à ça, là. Donc, on pourrait voir s'il y a opportunité de pousser ça plus loin. J'ai pas d'autres interventions à distance, en salle. Une fois, deux fois, trois fois adjugé. Ça va? Ben, c'est ce qui mettrait fin donc à notre période de questions, puis à la séance de consultation. Pardon. Oh, tu voulais intervenir, désolé. Avant de mettre fin, c'est donc la parole. J'ai un petit commentaire. Écoutez, nous, à la Direction d'aménagement et développement durable, on s'est senti un peu, notamment Myriam et ses collègues, comme des termites à réfléchir à l'habitation et à se concentrer sur les enjeux, les problématiques, puis à défricher ce terrain-là dans la dernière année. Puis on s'est senti un peu seul dans cette aventure-là, mais je voulais simplement vous dire que j'ai bien apprécié ma soirée parce que on a vu qu'on n'est pas les seuls à réfléchir à cette question-là, puis vous avez déposé des éléments intéressants, significatifs, qui vont certainement nous aider à enrichir ce projet de politique-là. Je voulais vous remercier à la maison et ici dans la salle de votre participation. C'est riche pour nous de pouvoir partager tout ça et d'avoir un feedback de la part de la population. Merci. Oui, bien sûr. Pour les gens à distance, hein, M. Carpentier vous invitait fortement à faire des requêtes si jamais vous pensez qu'il y a des logements illégaux au niveau du Airbnb, des choses comme ça, pour le laisser savoir à la Ville, là, tout en ayant entendu là, les commentaires de Madame. Mais oui, c'est en attendant qu'il faudrait le savoir. Donc, merci pour le commentaire. Sinon, si vous avez des questions, des commentaires supplémentaires, on vient juste de parler du 3.1. Vous pouvez, par rapport à la politique, vous pouvez communiquer avec le 3.1 par téléphone ou par courriel.
Je vous rappelle également qu'il est possible de déposer un mémoire sur le projet de politique d'habitation jusqu'au 24 mars. L'ensemble de documentation puis la présentation donc, va être en ligne pour des gens qui voudraient déposer une opinion sur celui-ci. Donc, jusqu'au 24 mars, vous pouvez déposer votre mémoire là, à travers le 3.1. Il va être donc, bien sûr, retransmis à l'équipe qui travaille, à l'équipe d'urbanisme, à Myriam et son équipe qui travaille sur la politique d'habitation. On espère que cette assemblée publique de consultation aura permis de répondre à vos questions. Puis, encore une fois, je rejoins M. Godin dans ses remerciements. Vos commentaires ont été très pertinents, puis vont collaborer là, à faire avancer le projet. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres.